Mois de décembre sur Ambaro, évidemment, l'onde Alliance 92. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Pour ce mercredi, on reçoit ici une institution que l'on connaît, que l'on suit de près et que on veut aussi comprendre. Cette institution n'est autre que la CENI, représentée ici par le vice-président Thierry Rakoutenarive. Bonjour. Bonjour à tous. Quand on voit le paysage actuel de notre grande île, eh bien on sent qu'elle est bien fragile et que par rapport à tout cela, on demande changement, mais il y a aussi par rapport à la constitution de notre pays, les élections et d'un côté, notre paysage qui fait front, c'est la pauvreté, c'est l'inflation. De votre institution ici, la CENI, est-ce qu'on arrive à s'imposer par rapport à cette constitution si l'on parle d'élections? Vous avez bien dit, la situation est fragile. Vous avez cité l'inflation, il y a aussi l'insécurité. Et vous nous avez demandé est-ce que la CENI arrive bien donc à exécuter ses attributions, ses missions, conformément à la Constitution. À vrai dire, donc, la CENI a fixé un objectif qui est l'instauration d'une gouvernance électorale crédible et démocratique. Et pour atteindre cet objectif, c'est pas facile. C'est pas facile dans la situation actuelle, où il y a surtout le flou général, où il y a aussi les rumeurs, l'inobservation des dispositions légales, les crises politiques préélectorales. Mais avec tout ça, la CENI continue donc à exercer, à effectuer ses attributions fixées par la loi. Et nous pensons que on va arriver donc à faire quelque chose. Actuellement, par exemple, nous entamons l'élaboration, la révision, la dernière, avant les échéances électorales de 2018, la dernière révision annuelle des listes électorales. Est-ce que c'est une priorité selon la CENI quand même face à cette réalité actuelle au niveau de la population? Est-ce que c'est difficile pour vous? Oui, c'est une priorité, vous dites, c'est notre mission. C'est notre mission. C'est vrai qu'il y a d'autres priorités, comme vous dites là, les inflations, les insécurités, mais on ne peut pas éviter l'organisation de ces élections, puisque la mise en place d'une institution par des élections libres, crédibles et acceptées par tous, c'est le seul moyen d'instaurer un gouvernement stable qui peut œuvrer vraiment dans le développement. Vous avez dit tout à fait au début que les textes sont assez flous, la situation de décision aussi floue, voilà. Mais n'empêche, si on parle d'élection, on la prépare pas en 2017 uniquement, on l'a déjà préparée bel et bien à l'avance, mais en constat général actuellement, c'est que l'exécutif n'a pas changé d'un iota de comportement de régime à régime. Et quelle est la leçon donc que prend la CENI face à tout cela? Les problèmes sont nombreux actuellement. Il y a d'abord, et vous l'avez précisé tout à l'heure, le flou dans les textes législatifs et réglementaires. Là maintenant, on attend encore les lois qui vont régir ces élections-là. Et c'est très difficile d'organiser quelque chose dans le flou. Exact, oui. Oui. Et il y a aussi le désintéressement de la population. Il n'y a pas donc l'appropriation du processus électoral par la population, donc c'est très difficile. Les tâches de la CENI, ce sont des tâches vraiment difficiles à réaliser. Donc il faut faire donc pression d'abord au gouvernement de faire sortir le plus tôt possible. Et nous avons bien dit au moins 8 mois avant les échéances électorales. Bon, c'est-à-dire au moins au mois de février, les textes qui vont régir les élections doivent être publiés avant février 2018. Mais on parle aussi de référendum quelque part, alors. Et oui, c'est ça le flou que j'ai dit là tout à l'heure. Bon, on ne sait pas. Est-ce qu'on va organiser un référendum? Est-ce qu'on va organiser des législatives anticipées? Est-ce qu'on va organiser simultanément les présidentielles et les législatives? On ne sait pas. Et nous avons demandé au gouvernement
ce n'est pas que la population demande une date exacte, mais la population demande seulement des assurances. Est-ce qu'il y aura vraiment des élections en 2018? Et qu'est-ce qu'on va organiser? Est-ce que un référendum? Est-ce que ce sera la présidentielle d'abord, les législatives après, ou est-ce que on va jumeler encore les présidentielles législatives? Ces informations sont très importantes. D'abord, pour les candidats, pour mieux se préparer, pour effectuer les pré-campagnes, puisqu'il faut qu'il y ait des pré-campagnes. Mais il y a déjà des pré-campagnes là, non? Oui, il y a déjà des pré-campagnes. Vous l'admettez? Oui, il y a des pré-campagnes, puisque on appelle pré-campagne donc les 3 activités suivantes. Premièrement, l'annonce de sa candidature. Deuxièmement, la descente vers les démembrements. Et puis troisièmement, l'annonce de projets de société. Et là, maintenant, actuellement, nous entendons beaucoup de politiciens qui disent déjà qu'il sera candidat. Il y a aussi beaucoup de politiciens qui publient leurs projets de société et tout ça. Donc, c'est de la pré-campagne. Dites-nous, Monsieur le Président, quand vous avez dit, il y a quelques minutes de cela, que vous faites pression. Mais qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse au retour? Nous avons demandé au gouvernement de faire sortir ces lois-là au moins 8 mois avant les échéances électorales. Nous avons demandé aussi au gouvernement et au Parlement de mettre en place une concertation avec toutes les parties prenantes du processus électoral. Puisque pour élaborer des bonnes lois, il faut les idées de tout le monde. Il faut un consensus, puisque ce n'est pas une loi des finances. Ce n'est pas une loi concernant des zones économiques spéciales. Mais c'est une loi qui va régir des élections, qui vont régir donc un jeu dont les participants sont nombreux. Donc il faut que les participants, il faut que les candidats soient d'accord sur les règles du jeu avant de débuter le jeu. Or, actuellement, nous entendons des réclamations, des contestations des politiciens, des sociétés civiles, que là, au stade actuel de l'élaboration de ces lois, même les politiciens, même les sociétés civiles, même la CENI ne connaissent pas encore le contenu de ces projets de loi. Alors comment voulez-vous avoir un maximum d'électeurs avec cette situation? Voilà. Et c'est le problème. C'est le grand problème de la CENI, puisque depuis 1992, le taux d'inscription sur la liste électorale et le taux de participation au vote ne cessent de diminuer. Là, actuellement, lors de la dernière élection présidentielle, si on fait le calcul exact, le président de la République a obtenu seulement moins de 20% de voix des électeurs inscrits sur la liste électorale. Il a obtenu plus de 50% des voix exprimées. Mais si on fait le calcul, il n'avait pas que près de 20% des électeurs inscrits, soit 2 millions et quelques de voix. Donc 2 millions de voix sur 24 millions d'habitants. C'est pour ça que le gouvernement en place est instable. Et c'est pour ça qu'il n'a pas l'appui de la population et puis il n'a pas le temps de se consacrer sur le développement du pays et il va tout simplement régler tous les problèmes politiques, tous les problèmes syndicaux et tout ça. D'où sans doute déjà ces déplacements et on rameute les gens pour se faire valoir, mais n'empêche tout candidat, il y a également la danse des politiques. Ils se réunissent, ils se désolidarisent, ils se réunissent et tout cela par rapport à une élection qui est pour l'avenir d'un pays qui est très fragilisé actuellement, n'est-ce pas une bombe à retardement? Sur une bombe. Eh oui. Puisque on craint là, vraiment on craint donc une situation explosive post-électorale. Exact, voilà. Oui. Et même là, à 1 an de l'élection, on sent déjà cette situation. La CENI actuellement donc effectue des activités d'éducation et de sensibilisation électorale, puisque c'est auprès de la population, puisqu'il faut donc une appropriation du processus électoral par la population. C'est le seul moyen d'avoir des résultats qui vont être acceptés par tous.
Donc, actuellement, avec des sociétés civiles et l'appui du PNUD, on a sélectionné 5 sociétés civiles pour effectuer ces activités d'éducation et de sensibilisation électorale-là dans presque 70 districts. Et nous espérons donc atteindre 3 objectifs. Premièrement, l'inscription d'au moins 10 millions d'électeurs dans les listes électorales. Actuellement, donc, il y a 9 222 198 électeurs dans la liste électorale. Il y a encore donc près de 3 millions de personnes âgées plus de 18 ans qui ne sont pas encore inscrits dans les listes électorales. Deuxième objectif, donc, c'est l'augmentation du taux de participation. C'est pas seulement... C'est là le plus difficile, non? Voilà, pour une crédibilité de... Oui, puisque la population, comme j'ai dit là tout à l'heure, il y a le désintéressement de la population. Et le troisième objectif, il faut que la population effectue le vote responsable. C'est-à-dire, c'est pas une... En prendre leçon de ce qui s'était passé depuis, voilà, c'est ce que vous voulez dire? La CENI maintenant sensibilise les électeurs à faire des votes responsables. C'est-à-dire, ce ne sont pas des votes dictés par la peur, dictés par quelques avantages, t-shirts. Et oui, c'est ça. Mais c'est vraiment des votes qui doivent être dictés par l'analyse, la conviction du programme, du projet de société du candidat. À noter quand même que même le monde extérieur s'inquiète aussi par rapport à notre situation, si on parle d'élections. Élections, oui ou non, comment, comme la CENI, comme la population, mais jusqu'où alors la CENI est indépendante, là, aujourd'hui? Oui, cette indépendance de la CENI a fait couler beaucoup d'encre, comme on a l'habitude de dire, mais nous pouvons donner des assurances à la population. Soyez rassurés. La CENI, nous travaillons donc dans une situation difficile, c'est vrai, mais l'indépendance de la CENI est là. Le problème, c'est une question d'indépendance relative à l'utilisation des finances publiques. C'est une indépendance interprétée par le manque de quelques pouvoirs. Bon, par exemple, le pouvoir de dicter, de déterminer le calendrier électoral. La CENI n'a pas ce pouvoir-là. Par exemple, le pouvoir de faire sortir le résultat définitif. Puisque actuellement, selon les règlements en vigueur, la CENI ne fait que sortir les résultats provisoires. Donc c'est la ACC qui va dicter les résultats définitifs. Donc la ACC va prononcer les résultats définitifs et va aussi en même temps recevoir les contestations. Et oui. Donc c'est en même temps juge et partie. Vous acceptez tous, vous au niveau de la CENI, que c'est injuste par rapport à une élection normale? je dis pas injuste. Mais si on compare, si on regarde la norme internationale, c'est-à-dire les existants ailleurs, dans des pays africains ou dans des pays européens comme la Roumanie et tout ça, c'est la CENI qui organise les élections, c'est la CENI qui publie les résultats officiels et c'est la Cour constitutionnelle qui règle donc les contentieux électoraux. Voilà, c'est ce qui existe ailleurs, mais... Mais même financièrement aussi, la CENI devrait être vraiment indépendante, avoir son budget... La CENI actuellement a son budget. Mais le problème, c'est pas la question du budget, mais c'est la gestion. Ce sont les procédures financières. Encore une fois. Voilà, c'est ça. Donc, la CENI, donc, nous voulons avoir une procédure exceptionnelle. Puisque là, maintenant, la CENI suit encore les procédures comme tous les autres ministères. Et ça nous permet pas donc d'avoir une liberté totale de réaliser les activités programmées. Et est-ce que là vous avez déjà les moyens? Oui. L'État a déjà donné les moyens? Oui, pour l'année 2018, nous avons ce que nous demandons, puisque nous avons demandé 40 milliards. Et il est inscrit maintenant dans le pour les élections législatives ou juste un budget de fonctionnement? Non, le budget de fonctionnement, c'est 11 milliards. 11 milliards derrière. Mais le budget pour une élection, c'est 40 milliards. Et dites-moi, si tout d'un coup le référendum pointe son bout de nez... Et on va utiliser ces 40 milliards-là pour le référendum. Et puis après, on va chercher encore. Et il faut chercher encore. Et rebelote. Et oui. Et c'est ça. D'accord. Mais dites-moi, par rapport justement aux élections, Madagascar est très en retard par rapport à un processus de modernisme.
Et le coût est là, justement. Modernisme dit moindre coût. En temps, si on fait parvenir donc les urnes et tout cela, qu'est-ce qu'est l'apport qui a changé par rapport, ou qui va changer par rapport aux dernières élections? Pour donner quand même espoir aux électeurs, quoi. Concernant les matériels, donc on va utiliser les mêmes matériels électoraux. Les urnes qui vont être importées de l'extérieur, ce sont des urnes transparentes qui vont être importées soit de l'Afrique du Sud, soit de Dubaï. Il y a aussi les bulletins uniques qui vont être imprimés aussi à l'extérieur. Tout ça, donc, c'est que... On est loin de l'informatisation, quoi. Oh, le problème, c'est que c'est la communauté internationale qui finance. Donc, c'est eux qui décident du lieu, de la qualité des matériels électoraux. Et les Malgaches acceptent comme ça simplement ou Oui, puisque c'est eux qui financent Bon, la CENI, donc, établit des programmes, établit des besoins. Et puis, ces besoins ont été envoyés, transmis à la communauté internationale. Et ils ont pris quelques besoins. C'est pas tous les besoins de la CENI, hein. C'est quelques besoins. Par exemple, les urnes, les bulletins uniques, voilà, je crois, et quelques formations et sensibilisations, activités d'éducation et sensibilisation, mais c'est pas tout. Et bon, nous avons demandé tout simplement, nous voulons 23 000 urnes, puisqu'il y aura à peu près 23 000, 24 000 bureaux de vote à Madagascar. La dernière année, donc, c'est le nombre de BV en 2013, c'est 20 001. Et là, maintenant, nous programmons d'augmenter ce nombre de bureaux de vote-là pour mieux, donc, approcher les électeurs. Donc, à peu près, ce sera 23 000, 24 000 BV. Nous demandons ça, 24 000 urnes, 15 millions bulletins uniques, et puis c'est eux qui décident, nous allons prendre ces 23 000 urnes-là, et la CENI donc attend, et la communauté internationale achète ces urnes-là, et il donne donc à la CENI. C'est pas la CENI qui va... À dire donc nous ne sommes pas vraiment indépendants. Et oui, c'est pas... Non. Non. Et c'est pas normal. C'est pas normal puisque nous demandons des urnes. Et c'est pas à nous donc de dire, bon, nous demandons des urnes, mais vous devrez acheter ces urnes-là ici. Non, non, c'est pas normal puisque on demande quelque chose, on donne tout simplement les spécifications techniques, urnes de telle grandeur et tout ça, et c'est à eux de chercher et de donner à la CENI après. Mais l'indépendance de la CENI, soyez rassurés, les membres de la CENI ne sont pas des personnes désignées par le gouvernement. Non, nous sommes des élus et les membres du gouvernement, les institutions actuelles ne peuvent pas abroger comme les secrétaires généraux, comme les directeurs du ministère. Non, 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 non. Donc, nous ne demandons pas des instructions du gouvernement. Ils ne peuvent pas aussi donner des instructions commandées la CENI, soit le gouvernement, soit la communauté internationale. Nous travaillons actuellement donc avec notre conscience personnelle et professionnelle, et nous donnons assurance à la population, aux électeurs, que les élections à venir, ce sont des élections qui vont être organisées dans la transparence, dans la légalité, et nous espérons que les résultats vont être acceptés par tous. Alors, Barreau, vous dites taper un peu plus fort sur la table pour que l'exécutif vous entende, pour qu'il sorte un calendrier pour avancer. Mais dernier point, Monsieur le Président, nous avons une population très jeune, a fortiori aussi féminine. Et est-ce qu'on a une politique actuellement pour sensibiliser cette frange d'électeurs, d'électrices tout compte fait, femmes et jeunes? Voilà. C'est vrai, c'est la situation actuelle. Si on regarde actuellement les listes électorales, une chose bizarre, puisque le nombre des femmes, c'est 45%. Ah ouais. Le pourcentage du taux d'inscription des femmes dans les électorales, c'est 45%. Donc, pour les hommes, c'est 55%. Pourtant, donc, c'est inverse de la réalité, puisque la réalité, comme vous avez dit tout à l'heure, ce sont les femmes qui sont nombreuses à Madagascar par rapport aux hommes. Et c'est la même situation aux jeunes. Et c'est pour ça donc que la CENI a organisé ces activités d'éducation électorale, de sensibilisation électorale. Et ces activités-là sont axées surtout sur les sensibilisations et les éducations des femmes et des jeunes. Et aussi
Bon, les femmes donc dans la région sud et puis les jeunes dans la région du nord de Madagascar. C'était l'embarras ici de la CENI avec le vice-président Thierry Rakoutnarif. Merci bien à vous. Merci madame.